Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Léa Ndiaye, bonsoir. Fatima Taba, bonsoir. Bonsoir également à vous, chers téléspectateurs. Voici les titres de cette édition. À la une de l'actualité de ce soir, affaire Bassirou Faye, les avocats de Mohamed Bougaleb, le parquet et le doyen des juges devant la chambre d'accusation. Les deux premiers cités ont interjeté appel pour casser la décision rendue par Mao Sémou Diouf qui a accordé un non-lieu à Tombongwali et envoyé Mohamed Bougaleb aux assises. À la Médina, plus de peur que de mal, la dalle d'un immeuble qui menace ruine s'est affaissée sans faire de victimes. Les occupants ont été délogés et placés à l'école Médina. Un 5e avenant réclamé par la société Bin Laden pour poursuivre les travaux de l'aéroport international Blaise Diagne. Le Forum civil demande à l'État du Sénégal de ne pas céder. Ibrahim Niang juge le coût des travaux exorbitants. Et puis en fin d'édition, le dossier économie de ce mardi qui s'intéresse à l'activité des restaurateurs qui tournent au ralenti en cette période d'hivernage. Voilà pour les titres, le développement c'est tout de suite. Bonsoir à tous et merci de nous recevoir chez vous. Nous démarrons cette édition avec ces précisions de la mission permanente du Sénégal aux Nations Unies à Genève. La représentation permanente du Sénégal auprès des Nations Unies à Genève tient à apporter les précisions suivantes. Le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies dont le siège est à Genève n'a jamais été saisi du dossier de M. Karim Wade et par conséquent, aucune délibération de ce Conseil n'a à ce jour porté sur l'affaire Karim Wade. La prochaine session du Conseil des droits de l'homme se tient à Genève du 14 septembre au 2 octobre 2015 et dans l'ordre du jour provisoire de cette session examinée lors des consultations tenues ce 24 août 2015. Aucun des 10 points ne concerne le Sénégal, encore moins le dossier Karim Wade. La seule réunion impliquant directement le Sénégal prévue le 2 septembre à Genève est la séance de travail entre les représentants de l'État et le groupe de travail sur la détention arbitraire qui est un groupe de 5 experts indépendants et donc très différents du Conseil des droits de l'homme composé lui de 47 pays. Cette séance de travail sera à l'occasion d'un échange informel entre le Sénégal et les membres du groupe de travail sur les faits qui attestent de la conformité aux droits internes et à nos engagements internationaux et de toutes les procédures et mesures prises par l'État dans le cadre du dossier de M. Karim Wade, fait à Genève le 25 août 2015 par le service de presse de la mission permanente du Sénégal auprès de l'Office des Nations Unies à Genève. Affaire Bassirou Faye, à présent, les avocats de Sidi Mohamed Bougaleb et le parquet de Dakar ont interjeté appel suite à l'ordonnance du doyen des juges renvoyant le suspect Mohamed Bougaleb aux assises et donnant un non-lieu à Tombongwali. Une décision, Fatima, que contestent les avocats de Mohamed Bougaleb qui refusent que leur client soit, disent-ils, l'agneau du sacrifice. Ils ont fait face à la presse cet après-midi. Ibrahim Khan et Younous Diatta étaient sur place. À la presse, Maître Thiam, un des conseils du policier Sidi Mohamed Bougaleb, s'est dit très étonné de la décision du doyen des juges renvoyant son client devant les chambres criminelles. Une décision incohérente selon l'avocat. Une très grande surprise pour nous et qui ne correspond pas à la réalité ou au traitement objectif que l'on devrait avoir de ce dossier. Et d'ailleurs, c'est un fait, c'est une histoire inédite, un fait inédit dans l'histoire criminelle de ce pays. Parce que pour la première fois, en tout cas, nous avons un dossier aussi grave où la justice elle-même est dans le tâtonnement. Pour la robe noire, beaucoup de tâtonnement est noté dans la procédure. Maître Thiam clame haut et fort l'innocence de son client et donne des alibis qui devraient normalement, dit-il, disculper le sieur Bougaleb. Au moment du décès de Bassirou Faye, c'est-à-dire dans l'après-midi vers 15 h, il n'était plus sur le théâtre des opérations.
Il est interné le matin vers 9h, ça c'est des choses que tout le monde connaît. Il a été blessé à la tête et au doigt. Il a été évacué à l'école de police, puis au camp Abdou Diassé, vers midi 13h. Il n'était plus déjà à midi, il était déjà évacué du terrain des opérations, après l'arrivée des renforts. Donc, objectivement, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas accuser d'un meurtre qui s'est produit l'après-midi. À noter que les avocats de Bougaleb, tout comme le parquet de Dakar, ont fait appel de l'ordonnance du doyen des juges. La balle est maintenant dans le camp de la chambre d'accusation qui devra trancher l'affaire dans les prochains jours. Et nous restons dans le domaine de la justice avec la demande de liberté provisoire introduite par les avocats de Thione Balago-Seck qui a été rejetée par la chambre d'accusation. La date du 3 septembre a été retenue par la dite chambre pour se prononcer sur le recours de l'annulation des procédures. Direction à présent le quartier de la Médina où les locataires d'un immeuble ont évité le pire. Une dalle s'est effondrée mais sans causer de victimes. Les sinistrés Léa ont été vite délogés. Ils sont relogés à l'école Médina. Leur souhait, avoir un toit décent le plus vite possible. C'est un reportage de Fatou Kinedem et à la caméra Modou Diop. Des pans de murs qui pendent partout. Un vétuste immeuble de 3 étages délabré. Des personnes ont échappé de justesse à une catastrophe avec la chute d'une dalle. Cette dame était restauratrice en bas de l'immeuble. Nous étions devant le restaurant. Aussitôt après, le propriétaire de la salle de jeu est venu voir ma sœur pour lui prier de rentrer à l'intérieur du restaurant. Il disait que c'était pas sûr avec le délabrement avancé du balcon. La dalle s'est effondrée par la suite et heureusement qu'on était déjà à l'intérieur. Les locataires ont été délogés de force pour être relogés à l'école Médine. Difficile d'avoir un interlocuteur. Finalement, un homme d'une 60aine d'années livre ses sentiments. Il y a trop de moustiques, comme vous le constatez. On nous a relogés ici, dans une école. Le maire a été généreux. C'est le propriétaire de l'immeuble qui est fautif. Il n'a pas pris le soin de réfectionner la maison. Ici, il n'y a pas d'eau. Nous sommes obligés d'aller à la Médina pour nous approvisionner. Seuls les robinets des toilettes sont fonctionnels et ce n'est pas du tout hygiénique. Désespérés, ces sinistrés comptent rencontrer le maire de la commune pour trouver solution. Fatou Kinedem, merci. Nous parlons du différend entre l'aéroport international Blaise Diagne et la société Bin Laden. Le Forum civil n'est pas d'accord pour un 5e avenant. Ibrahima Niang estime que le coût est devenu exorbitant pour l'État du Sénégal. Pour Ibrahima Niang, membre du Forum civil, le gap financier est trop important puisque la somme initiale de 230 milliards de francs CFA est aujourd'hui de 500 milliards de francs CFA. Plus de précisions dans ce reportage signé Aïssatou Païfal et Modou Diop. Un 5e avenant, moins de 63 milliards à payer pour que la société Bin Laden daigne enfin livrer l'aéroport de Diass. Agnette catégorique de la part de l'État du Sénégal, des dates de livraison repoussées une fois de plus. Le coût de l'aéroport est devenu exorbitant pour l'État du Sénégal et pour le peuple sénégalais. On est passé presque du simple au double. Et on dit que l'avenant ne doit pas dépasser 30%, ou bien le cumul des avenants ne doit pas dépasser 30% du montant global. Et là, on est à plus de 500 milliards. Et moi, je ne pense pas que cela devrait justifier un autre avenant. De ce fait, le contribuable sénégalais continue de payer chèrement la réalisation de ce projet. C'est collecté à partir des billets d'avion qu'achètent les Sénégalais et les autres nationaux. En tout cas, tous ceux qui prennent l'avion. Et nous savons que les deux structures qui étaient chargées de recouvrer cet argent, que sont Sénégal Airlines et les aéroports du Sénégal, sont actuellement dans d'extrêmes difficultés. Chantage ou pas, il appelle l'État sénégalais à ne point céder. Nous disons à l'AIBD et à l'État du Sénégal de ne pas céder au chantage financier de Saudi Bin Laden Group. Parce que c'est excessif. Ils ont donné autant d'argent et là je pense qu'il ne faudrait pas donner de l'argent supplémentaire pour la finition de cet aéroport. Il faudrait, à notre avis, au niveau du Forum civil, que les responsabilités soient situées. Il faudrait que l'État du Sénégal
envoie l'inspection générale des finances au niveau de l'AIBD pour qu'on vérifie les comptes, pour qu'on voit où est-ce que l'argent est passé. 85% du projet bouclé, la livraison de l'AIBD tarde toujours, malgré plusieurs prolongations que l'État du Sénégal a dû accepter. Aïssatou Païfal, merci. Direction à présent Louga, où le Forum civil invite les populations à dénoncer la corruption qui gagnerait du terrain, Fatima. Et oui, Léa, selon le coordonnateur local, le seul moyen de combattre ce phénomène est la dénonciation et la répression. Cheikh Ahmadou Bamba Mbaye s'exprimait en marge d'une conférence publique à Louga. Je vous propose de l'écouter au micro de notre correspondant Tchernafal. Bon, la corruption, comme on l'a dit dans les exposés, est un phénomène très grave, très dangereux et très vaste. Les pistes de solution, on l'a dit tout à l'heure, la première, c'est la répression. La répression contre l'impunité. Mais ensuite, il y a reprendre le problème en bas, c'est-à-dire l'éducation des masses, surtout de la jeunesse, pour qu'elle refuse la corruption. C'est donc une question d'éthique plus que autre chose. Il faut que les gens acceptent que la corruption est dangereuse, qu'ils en connaissent les méfaits. La corruption, ce n'est pas quelque chose qu'il faut cacher. Il faut dénoncer. Il faut dénoncer, il faut que les gens aient le courage d'abord de dénoncer et ensuite il faut que l'État réprime. Après Moubarak Lo et le professeur Malik Ndiaye, un autre clash entre le chef de l'État et un de ses conseillers semble imminent. Amsatou Sow Sidibé, tout comme les deux cités, reproche à Macky Sall de ne pas consulter ses conseillers. Une sortie contestée par certains, tels que Yorodia, qui estime qu'un conseiller du président ne doit pas exprimer sa frustration en public. Toutes les réactions sur cette affaire dans ce reportage, il est signé Ibrahima Kane et Modou Diop. Depuis son accession à la magistrature suprême, le climat entre Macky Sall et certains de ses conseillers semble un peu agité. Ces derniers reprochent souvent au chef de l'État de ne pas les consulter. Ce fut le cas pour le professeur Malik Ndiaye, Moubarak Lo, avant qu'il ne démissionne. Aujourd'hui, c'est au tour du professeur Amsatou Sow Sidibé de fustiger la démarche du président Sall. Le président de la République peut vous consulter. Le président de la République peut aussi ne pas vous consulter. Le président de la République peut suivre ce que vous avez suggéré, il peut aussi ne pas le faire. Mais quel que soit le schéma, quel que soit le cas de figure, vous n'avez pas à en faire un débat public. Si le président vous suit, tant mieux. Si le président ne vous suit pas, aussi c'est pas grave. Vous n'avez pas à dire si le président m'avait suivi ou bien sur telle question, le président m'a suivi. Je pense que les conseillers du président de la République sont soumis à l'obligation de réserve. Un chef d'État doit-il nommer des conseillers pour ensuite ne pas les écouter? Ce journaliste relativise. Si on est dans une logique de strapontin, on prend les gens pour simplement justifier les salaires, etc. Peut-être. Mais si on prend les gens pour être conseillers, mais oui, mais le président doit quand même écouter tous ses conseils. Maintenant, ils sont combien? Aujourd'hui, on ne peut même pas compter les conseils de Macky Sall aujourd'hui. Est-ce que le président peut écouter tout le monde? Je ne sais pas si on peut donner raison à l'un ou à l'autre, mais toujours est-il que le président écoute certains et il ne peut pas écouter tout le monde. Est-ce qu'il a tort? Je m'interroge, moi. Je ne peux pas répondre par un oui. Amsatou Sow Sidibé va-t-elle démissionner de son poste de conseiller du chef de l'État ou sera-t-elle démise de ses fonctions? Difficile d'y répondre pour le moment, mais une chose est sûre, le divorce semble imminent. Et puis à Sédhiou, difficile de circuler à cause du manque d'infrastructures routières et des fortes pluies de ces derniers jours. Et oui, Léa, population et transporteurs se plaignent. Ils demandent la réalisation des 5 km de route pour la commune de Sédhiou et la construction de la route Sédhiou-Marsassoum. Correspondance Bakary Conté. Dans la commune de Sédhiou, les routes sont dans un état déplorable. Partout, des nids de poules. La situation est devenue critique en cette saison des pluies. Nous demandons au gouvernement de vraiment concrétiser leurs promesses. Ils nous ont promis mont et ciel, mais jusqu'à présent, nous n'avons rien vu. Parce qu'ils nous ont promis 5 km, entre 5 et 10 km de route, mais jusqu'à présent, rien n'est fait. Aujourd'hui, je lance un appel. C'est un cri de cœur que nous lançons, la population de Sédhiou. Mais naturellement, c'est ce que nous implorons et nous tendons la main généreuse à l'État, puisque à Sédhiou, c'est la seule voirie qui est praticable. Et le reste, bon,
c'est déplorable. Ce qu'on peut demander, c'est que même s'il n'y a pas le luxe, mais le minimum, qu'on nous accorde le minimum, parce que même s'il pleut, on ne peut même pas sortir dans nos demeures. L'axe Sédhiou Marsassoum est aussi impraticable et pourtant le gouvernement avait annoncé que cette route sera faite, mais jusqu'à présent, aucun tracteur sur les lieux. La route est très mauvaise. Toujours on prie à Dieu pour réparer notre route là. Elle est très mauvaise, surtout si la pluie tombe. On ne peut même pas passer. Souvent, tu trouves 2 voitures sur la route, 3 ou 4 enfoncées. Il n'y a que des glissades sur la route avec beaucoup de patinage. Donc on voit des pierres pointues. On prie à Dieu toujours que le président nous aide de réparer notre route. Interpellés sur la question, les autorités déclarent que les promesses faites par le gouvernement seront respectées. Calvaire des éleveurs trouvés à Seras. Ils sont venus de l'intérieur du pays et peinent à trouver un espace pour leur bétail. Sur place, le forail est trop étroit pour accueillir toutes les bêtes. Un problème pour ces éleveurs, d'autant plus que la Tabaski approche à grands pas. Aminata Mbaresso et Tierno Laurent Mendy. Amadouba est éleveur. Il a quitté le département de Podor dans la nuit du lundi au mardi. Depuis son arrivée dans ce forail de la capitale sénégalaise, le bonhomme peine à trouver un espace pour son cheptel. Tous les espaces sont occupés et pourtant beaucoup d'éleveurs ne sont pas encore arrivés. Ils viendront d'ici la Tabaski. D'habitude, les choses ne se passaient pas comme ça. Il faut que les autorités revoient l'organisation du forail, sinon ce sera très compliqué cette année. À l'instar de Amadou, d'autres éleveurs trouvés à Seras vivent le même calvaire. Regardez, je suis là depuis l'aube, mais c'est très compliqué. Nous ne trouvons pas d'espace pour notre bétail. Et avec cette situation, s'il y a la pluie, nous perdons nos moutons. Je vis les mêmes difficultés, ça déborde de partout, tous les espaces sont occupés. Perdus, ces éleveurs ne savent plus où donner de la tête, un calvaire accentué par le mauvais état des lieux. Voyez vous-même, il y a des éleveurs qui ont perdu des moutons. Et tout ceci relève du manque d'espace que nous entassons sur ce petit espace avec nos bétails. C'est invivable. À Seras, les moutons sont parqués à l'entrée principale faute d'espace. Ils interpellent les autorités et le ministère de l'élevage pour éviter des pertes de ce genre. À présent, on zoome sur la vente de tic-tic ou chaussures en plastique qui se vendent, on peut le dire, très bien en cette période d'hivernage. Au marché Tilène, nos reporters ont rencontré de nombreuses personnes avec des tic-tic aux pieds. Et même si selon eux, ces chaussures ont perdu en matière de qualité, elles restent toutefois agréables à porter. Reportage signé Aïssatou Païfal et Khadim Sissé. Légère, confortable, plusieurs couleurs, les tic-tic s'adaptent partout. En cette période d'hivernage, beaucoup de Sénégalais les utilisent. Je ne porte que des chaussures en plastique. Je suis à l'aise avec elles car elles sont passe-partout. On ne peut rien mettre d'autre. Il y a beaucoup d'eau, surtout dans les zones inondées. Les tic-tics sont plus adaptés. Cependant, un constat, la qualité fait défaut. Les tic-tics de maintenant ne sont pas résistants. Avant, les chaussures en plastique résistaient à tout. Mais maintenant, c'est de la pacotille. Ça s'use très vite. J'en ai réservé 2. Je les ai achetés à 1000 francs l'unité. Avant, ils coûtaient à 1500. Vous voyez la différence? 1200. N'empêche, ce vendeur de chaussures en plastique y trouve son compte. Les tic-tics se vendent comme de petits pains. Nous les vendons à 1200, les petits à 800 francs. J'en vends beaucoup. Il y en a pour tous les goûts. J'ai des bénéfices de 300 francs.
Il y en a qui viennent de Chine, même pour les filles. Voici celles qui sont à la mode. Mode ou mutation, les tic-tic ou chaussures en plastique sont in. Elles étaient même celles préférées du chanteur Pacotille. Aïssatou Paye-Fall, merci. Nous parlons de tout à fait autre chose, de la lecture, plus précisément en cette période estivale coïncidant avec les vacances. Peu de librairies disposent de collections spéciales été. Exactement, Fatima, nos reporters ont constaté que peu importe les saisons, l'offre ne varie presque pas, ce qui pourrait expliquer pourquoi les clients se font désirer, nous disent Mame Biram Diouf et Moutou Diop. La lecture en été pour les vacances, à quoi cela doit ressembler? C'est quoi la tendance dans cette librairie? Pas de changement dans l'offre. Nous, comme vous savez, c'est une librairie jeunesse. Donc, ce qu'on vend particulièrement, c'est des livres de contes, des livres de jeunesse, romans jeunesse, un peu de BD et tout. Donc, ce qui se vend actuellement, c'est ça. On a une collection, toute une collection. La demande peut aussi tourner vers les livres au programme pour préparer l'année scolaire. Il n'y a pas vraiment les livres de vacances en tant que tel, ici au Sénégal ou en Afrique en général, parce que la tendance à ce moment, pendant la période de vacances, août, septembre, c'est presque les livres scolaires, la rentrée scolaire pour les enfants. Cependant, difficile de faire une catégorisation de la cible en cette période parce que la réalité est tout autre. Je ne me rends pas à la librairie. Pourquoi? Parce que je n'ai pas cette habitude. Je me connecte tout le temps. Je suis tout le temps sur Internet. Et ça me permet aussi d'avoir un aperçu sur quelques livres. C'est malheureux, c'est dommage d'ailleurs. Mais bon, vous savez, on n'a pas les mêmes réalités aussi. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, maintenant les gens ne lisent pratiquement plus. Et du coup, sa tendance, ça se répercute sur tout ça, sur l'actualité, sur, on va dire, sur les tendances et tout ça, sur les ventes. Préférer une lecture moins studieuse, ça peut se comprendre en été, durant les vacances. Mais dans les librairies, des collections, même s'il y en a, la demande ne suit pas. Oui, il y a une demande, mais elle n'est pas vraiment forte. Mame Biram Diouf, merci. À présent, l'actualité internationale, c'est avec Daniel Diouf. Au moins 6 personnes tuées et 28 autres blessées mardi dans un attentat suicide perpétré par une femme kamikaze. Une explosion survenue près de la principale gare routière de Damaturu dans le nord-est du Nigeria. La jeune femme a voulu pénétrer dans la gare routière, mais l'accès lui étant refusé faute de se soumettre à la fouille des gardes de sécurité. Elle est sortie du parking suivie d'un taxi. C'est sur ce taxi qu'elle a déclenché ses explosifs. Pour lutter contre Boko Haram, la France va proposer aux pays impliqués de se réunir à Paris pour envisager des actions communes, une annonce du président François Hollande. Nouvelle déconvenue pour le nouveau Premier ministre contesté de Guinée-Bissau, Bassirou Dia. L'Assemblée nationale a voté dans la soirée de lundi une résolution en faveur de sa destitution. Dans la soirée d'hier, les députés ont adopté une résolution demandant le départ du nouveau Premier ministre par des moyens légaux. La résolution a été votée par 75 des 79 votants sur les 102 députés siégeant à l'Assemblée nationale. Dans cette crise, le président de la Gambie voisine, Yaya Jammeh, a proposé son aide. Le président Salva Kiir du Sud-Soudan signera mercredi à Juba l'accord qui prévoit de mettre fin à la guerre civile dans ce pays. Les présidents kenyans Uhuru Kenyatta, Yoweri Museveni de l'Ouganda et Omar El-Béchir, tout comme le Premier ministre éthiopien, se rendront à Juba ce mercredi pour un sommet d'une journée. Mais déjà, le gouvernement émet des réserves. Il s'inquiète surtout de certaines dispositions de l'accord, notamment la dématérialisation de Juba, la large représentation des rebelles lors du partage du pouvoir local, entre autres. De son côté, le chef des rebelles ne sera pas présent à la cérémonie pour des raisons de sécurité, précise-t-on. Le
Sénégal, leader du groupe B après sa victoire sur l'Angola, une victoire de prestige acquise à l'ultime action de la rencontre. Le coach Chersar a apprécié l'attitude de ses joueurs sur le parquet, notamment leur agressivité. Gorgui Sidien, lui, se dit satisfait de l'état d'esprit affiché dans ce match très intense. Le pivot des Lions se projette déjà sur l'avenir. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro de nos correspondants à Tunis, Cheikh Tidiane Diao et Masser Ndiaye. C'était un match très difficile. On a joué, fait circuler la balle. Il y avait beaucoup de bagarres, beaucoup d'accrochages. Mais on était concentrés et beaucoup joué en équipe. Dieu nous a donné la victoire. Maintenant, le plus important, c'est de prendre les matchs un à un afin de s'imposer et d'aller jusqu'au bout. Le Sénégal va se doter d'un fonds national pour le développement des sports. L'annonce est faite par le secrétaire général du ministère des Sports, Ibrahim Diouk, qui présidait ce matin le lancement de la lettre sectorielle pour le développement des sports. Il est au micro de Dissa Prera. Les grands chantiers vont se décliner dans le cadre de cette lettre de politique de développement sectoriel. Parce que, comme je dis, c'est une projection. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on parle de l'apport du sport dans la croissance économique. Mais cet apport-là, il faudrait, donc, suite au forum qui a été organisé, qu'on puisse le matérialiser, qu'on puisse dire en quoi le sport contribue à la croissance économique de notre Sénégal. Et ça, c'est l'intérêt de regrouper le privé, les partenaires techniques et financiers, toutes les administrations pour pouvoir en discuter et arrêter justement donc les programmes qui doivent nous conduire à faire de notre sport un sport où, donc bien densifié, massifié au niveau donc des différentes localités du Sénégal et faire également de sorte qu'on puisse, partout où on a envie de jouer une discipline, qu'on puisse trouver l'infrastructure adéquate pour pouvoir le pratiquer. Aujourd'hui, donc, j'ai annoncé dans le discours de monsieur le ministre Matarba, j'ai annoncé justement donc la création du Fonds national de développement des sports. Ensuite, j'ai également parlé de la fondation qui va être mise en place pour régler ces problèmes de financement. Et le dossier du jour à présent, Fatima, qui s'intéresse aux difficultés que rencontrent les restaurateurs en cette saison des pluies. Et oui, Léa, il faut dire que leurs affaires ne marchent pas du tout. En plus de la cherté du poisson et des légumes, les clients se font rares. C'est un dossier signé Fatou Bintou Conté, Mardian. Si l'hivernage fait l'affaire de certaines populations, tel n'est pas le cas chez les restauratrices. Ces dernières disent vendre à perte durant cette période. Nous vendons à perte. L'argent que l'on récupère nous sert juste à aller au marché pour pouvoir cuisiner le lendemain. Nous sommes là juste parce que nous avons de fidèles clients qui comptent sur nous. Nous préparons plusieurs plats par jour. Mais en cette période, les clients se font rares. Nous vendons à perte. Le panier de la ménagère est cher actuellement. Avec l'hivernage, tous les condiments connaissent une hausse au marché. Le kilo de viande de mouton se vend à 3 500 francs. Que pouvons-nous faire avec 2 000 francs? Nous ne pouvons rien acheter au marché. Tout est cher. Les produits ont connu une nette hausse. Le poisson aussi est cher et l'on est obligé de l'acheter pour pouvoir préparer un bon riz. Il nous arrive de dépenser 200 000 francs par jour pour concocter un menu varié. Mais là, les clients se font rares. Ce qui fait qu'elles ne s'en sortent pas, même pour payer leurs employés. C'est un véritable parcours du combattant. Il nous est même difficile de payer nos employés. Et la clientèle se fait désirer pendant l'hivernage avec ses pluies intermittentes. Les clients se font désirer en ce moment. On les voit rarement. L'hivernage oblige. Le reste de nos repas, nous les offrons au démunis car nous ne pouvons les conserver. Avec ces pluies intermittentes, les clients se font désirer. Nous sommes obligés d'offrir le reste de la nourriture. Gérer un restaurant en période d'hivernage n'est pas évident. Vendre à perte, c'est la situation confrontée par les restauratrices. Fatou Bintou Conté, Mardian, merci. Léa, c'est la fin de cette édition. Mais merci Fatima Taba et à demain. À demain, Inch'Allah, la permanence est à